Je suis le roi de la clarinette et... Radio Clarinette. Et bonjour, on va commencer avec une nouvelle interview dans cette troisième saison dédiée à la clarinette basse, avec le plus beau de tous les clarinettistes basses. Il le sait pas, mais ça va le faire marrer. On fait une interview un peu spéciale dans un restaurant-bar que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Petites Bulles, et qui, d'ici que cette interview soit diffusée, il sera fermé. Donc c'est à la fois un petit hommage à cet endroit très chouette, et à cet invité qui aime la clarinette basse, mais aussi beaucoup le vin. Donc on va faire une interview dégustation, c'est un peu original. Bonjour Renaud Guérousseau. Bonjour Adrien. Et on peut commencer par un truc très sympa. Santé. Santé. On avait fait la même chose il y a 2 ans avec Joe et Christophe, mais on avait fait à la bière, obligé, il vient du Nord, on avait dégusté des très bonnes bières. Là on commence, on ne sait pas avec quoi, donc à chaque fois on va avoir un petit peu ton avis sur ces vins. On va commencer par ça, avant une question plus clarinette. Qu'est-ce que tu en penses de ce vin blanc? Eh ben, je dirais qu'il est gourmand, frais, et non, je pense que c'est un truc assez rond, chaud, voilà. Et alors on va même faire des paris, moi je mettrai dans le générique de fin les vins qu'on a dégustés. Qu'est-ce que c'est pour toi? On va voir si tu as tout juste, on comptera les points à la fin avec le serveur. Bon, alors après le café c'est un peu dur Ouais. pour le palais, mais Une région, un cépage. ça, c'est quel cépage? Je ne sais pas. C'est quel je dirais, cépage pour moi ça c'est du sud. Je dirais que c'est peut-être un macabeu, quelque chose comme ça. Cépage blanc du sud. Un peu de sucre, tu vois, un peu de sucre résiduel. Et c'est ouais, je sens pas le truc minéral, sec et tout. Je pense que je pars là-dessus. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast sur Spotify, Deezer ou des choses comme ça, vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube et voir les choses qu'on déguste. Alors on est dans un bar, c'est un peu bruyant, on aura des sirènes, on aura des choses, mais ça va rendre la chose aussi plutôt vivante. Pour revenir à la clarinette, est-ce que tu peux te présenter, Renaud, nous dire d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi et comment tu as rencontré la clarinette et pourquoi tu as choisi la clarinette? Alors, moi je viens de la région parisienne. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Romainville, donc dans la banlieue est parisienne, en 93. Département hautement décrié, mais département en fait plein de vie, plein de culture, plein de jeunesse, où j'ai vraiment grandi. Avant ensuite d'arriver à Paris quand j'avais 20 ans environ, j'ai commencé à habiter plus dans le centre-ville. Et j'ai commencé la clarinette au conservatoire des Lilas. J'avais 6 ans et demi. Ça s'est fait un petit peu par hasard que je sois au Lilas. Parce qu'il y avait tout simplement plus de place dans le conservatoire où je devais être, donc dans la ville de Romainville. Le prof n'avait plus de place. Et j'ai toqué à la porte du conservatoire des Lilas et j'ai été reçu comme ça. Mais il avait plus de place en clarinette? Tu voulais déjà Voilà. faire de la clarinette? Ouais, la clarinette c'est venu, en fait, je viens pas d'une famille de musiciens, mais d'une famille vraiment de grands mélomanes. Et mon père avait un amour pour un enregistrement du concerto de Mozart, concerto pour clarinette de Mozart par Jacques Lancelot. Et c'était le premier vinyle qu'il avait reçu, son premier vinyle de musique classique. Waouh. Et je crois que ça l'a marqué. Alors, paraît-il, je m'en souviens plus exactement, mais moi je voulais faire un instrument avant. Je crois que je voulais souffler dans quelque chose, je voulais dépenser un peu ce trop plein d'énergie. Et la clarinette est venue plus par mon papa. Ok. Et donc j'ai commencé avec Michel Bernier. Et s'il écoute un jour cette émission ou la regarde, je lui envoie tout mon amour et toute ma gratitude pour cette rencontre et puis tout ce parcours qu'on a. T'es resté qu'on a longtemps fait avec lui? Je suis resté longtemps, ouais. Okay. Je sais que les parcours des musiciens sont très, très différents en fonction même tout simplement des déménagements, des moments de vie. Moi j'ai eu peu de profs. Et je suis resté avec Michel Bernier qui était clarinettiste solo, qui est clarinettiste solo encore à l'orchestre Colonne. Oui. Et qui était à l'orchestre de la PP. Voilà, de la police parisienne. La police de Paris, de la préfecture de Paris. Voilà, orchestre d'harmonie. Et donc j'ai fait ces études au conservatoire des Lilas avec lui pendant plus d'une dizaine d'années. Ok, et après, qu'est-ce que tu fais alors en finissant ou en quittant les Lilas? Alors quand je quitte les Lilas, en fait j'ai 16-17 ans. C'est un moment un peu charnière où je commence à me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de la musique de manière professionnelle? Ça commence déjà à te titiller, Ça déjà commence... quand t'es au Lilas, Ouais, il y a un truc dans un coin de ta tête qui dit ça peut être mon métier. Ce qui était sûr, c'est que je voulais faire de l'orchestre. Ok. Pourquoi? Parce que au Lilas déjà. Non, alors au Lilas j'ai fait un petit orchestre, Mais tu sans vois, plus. voilà les orchestres où c'était un peu la cour de récré aussi.
mais c'était aussi là où j'ai un petit peu commencé à faire de la musique d'ensemble. Et non, ce qui m'a vraiment marqué dans mon parcours, c'est que j'ai fait un orchestre qui s'appelle la Jeune Philharmonie de Seine-Saint-Denis, qui existe encore. C'est un orchestre qui est basé à Noisy-le-Sec, donc ville voisine de Romainville, Montreuil, tout ce coin-là. Et c'est un orchestre chouette parce que c'est très intergénérationnel. Je suis arrivé, j'avais 14 ans, mais mes collègues dans mon pupitre, donc en orchestre amateur, on avait parfois le double ou plus. Et donc voilà, toutes les générations se côtoyaient dans une ambiance vraiment assez festive, très bienveillante. Ok. Et là, et ça c'est t'a là que convaincu tu voulais faire ça, quoi. voilà, c'est là que j'ai découvert le répertoire. Le grand répertoire, je veux dire, la première année, je crois que je faisais la première clarinette un peu par hasard parce que mes collègues plus âgés ne voulaient pas la faire. Et donc pendant des années, j'ai fait comme ça pas mal de répertoires de clarinette solo. Et la première année, c'était la 7e de Beethoven par exemple. Donc, C'est pas mal. 4e de Mahler. Ensuite, j'ai des souvenirs comme ça marquants. Tu m'étonnes. Et tout de suite, tu te sens à l'aise à faire ça, un solo dans une symphonie, dans la 7e de Beethoven, c'est un truc où l'excitation t'a plu tout de suite. Jouer avec les autres et jouer les œuvres dans le contexte et faire des concerts, oui, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. À l'aise, je sais pas, parce que je pense qu'il y a une On difficulté. l'est jamais complètement voilà. 100%, mais je veux dire, tu t'es senti à ta place, où il y a un truc qui t'a bien continué à te motiver dans ce sens-là. Exactement. Donc, et donc, pour revenir à ma question, qu'est-ce que tu fais après, et donc du coup, à ce moment-là, je me dis que je vais commencer à faire quelques stages. J'ai vu quelques professeurs comme ça. J'avais vu Nicolas Balderou, Florent Héo, un peu des grands noms de la pédagogie, des grands clarinettistes et des grands pédagogues pour des petits stages avant d'intégrer ensuite le conservatoire régional de Paris, le CRR maintenant ça s'appelle. T'es presque un peu vieux, ça s'appelait le CRR, ça s'appelait le CNR quand tu étais. Ça s'appelait le CNR, et donc oui. rue de Madrid. Et je suis rentré dans la classe de Richard Vieille, qui a, c'est un nom qu'on ne présente plus, il a formé plusieurs générations de clarinettes. Ah oui, un paquet, oui. Voilà. Avec des profils vraiment très différents, d'ailleurs, quand on voit un petit peu l'historique des élèves. Ah oui, très. Ouais. Et du coup, je suis rentré, j'avais 17-18 ans, et ça a correspondu au moment où 16 ans, et ça a correspondu au moment où je suis rentré aussi au lycée, après, voilà, au lycée Racine. Ouais, classe horaire aménagée, c'est ça, classe musique. Une classe horaire aménagée. Donc, qui était voisin aussi du conservatoire. Donc je passais mes après-midi au conservatoire et c'est là où j'ai commencé vraiment à me dire bon, je vais me consacrer plus à la pratique de la musique, de la clarinette et faire des heures, quoi. Faire des heures de boulot. Qu'est-ce que tu retiens de Richard Vieille? Si tu devais retenir des choses de Richard Vieille, qu'est-ce qui t'a apporté il avait quelque chose où il parlait beaucoup de l'hygiène instrumentale et de savoir jouer de la clarinette de manière saine. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez lui, c'est vraiment essayer de ne pas jouer avec de la tension, d'avoir beaucoup de flexibilité, voilà, d'avoir un jeu le plus sain et bien construit possible. Et musicalement aussi, c'est l'architecture. C'est quelqu'un qui avait une vraie conception de la musique et il y avait des cours sur du répertoire vraiment très marquant. Donc ce qui m'a marqué, c'est son exigence et la manière dont lui, il a vraiment compris comment marchait l'instrument et ensuite pour le transmettre. Donc je trouve qu'au niveau pédagogique, T'es resté longtemps avec lui du coup jusqu'à ton DEM? Je suis resté avec lui quelques années. À l'époque, il y avait quelque chose qui s'appelait, donc j'ai fait le DEM, le prix de la ville de Paris. Et ensuite, j'ai poursuivi pendant un an avec un diplôme qui s'appelait le pôle supérieur Paris-Boulogne, avant de rentrer ensuite au conservatoire au CNSM de Paris. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs essais, comme beaucoup de gens. Comme beaucoup. J'ai fait une première fois où ça n'a pas marché, et l'année suivante j'ai réitéré. Et là je suis rentré dans la classe de Philippe Béraud. Je suis rentré chez Philippe Béraud, donc clarinettiste à l'Orchestre de Paris, clarinette solo à l'Orchestre de Paris, et puis qui est dans beaucoup de projets comme le Sirba Octet. Exactement. Et c'est aussi, je crois il participe aussi chez Selmer au développement des instruments, évidemment, c'est le principal. Ouais. Voilà, un artiste fabuleux. Et je suis arrivé en tant qu'élève la même année où lui a démarré en tant que prof. C'était sa première année à la suite de Michel Arignon, exactement. Voilà, je me souviens qu'à l'époque, quand on devait cocher, j'avais mis avec qui vous voulez travailler, j'avais mis Michel Arignon, ne sachant pas qui allait être le successeur de Michel.
Donc bonne surprise. Et très bonne surprise parce que j'avais eu l'occasion de le rencontrer un peu avant en concert. Et ça a été des belles années au CNSM avec Arnaud Leroy qui était le professeur assistant. Qui est toujours le professeur assistant et son collègue à l'Orchestre de Paris. Ouais. Et Philippe. Très bien. Pour resituer, t'es en même temps que qui dans la classe? Pour un peu avoir des noms, des choses. Oui. Même avant avec Richard Vieille, tiens, avant le CNSM. T'es avec qui à cette époque-là? Tu fais tes premières rencontres clarinettistiques aussi? Il y avait les grands un peu comme qui m'impressionnaient quand je les entendais jouer. Il y avait par exemple Émilien Verret qui fait maintenant plein de projets, notamment clarinette urbaine, où il mêle les pédales, l'effet, les loopers, et qui a été aussi ton collègue. Qui a créé les Sourdoués avec moi, exactement. Ton collègue. Il y avait aussi Bruno Bonancea que je croisais un petit peu parfois en cours, qui a été mon collègue ensuite, plus tard, je le raconterai. Il y avait, dans ma génération, il y avait des gens comme Antoine Camboudi, François Pascal. Le rire le plus fameux de France, on le connaît. Voilà, le rire le plus fameux de France. Et François aussi a été un sacré concurrent. En termes de rire, il y avait aussi, j'ai été avec Marion Alain, il y avait Rosen, le exactement. Trionnaire. Et après au CNSM, toute cette génération. T'es rentré en même temps que qui au CNSM, toi? Je suis rentré en même temps que Giovanni Punzi, qui est un clarinettiste italien. Sicilien et voilà, qui avait déjà un niveau extraordinaire. Moi j'étais étonné même qu'il se présente parce qu'il était déjà vraiment dans le monde professionnel, mais c'est quelqu'un qui était très curieux, qui voulait vraiment continuer ses études et apprendre un peu plus la culture de l'éducation musicale en France notamment et se perfectionner. Donc il y a eu aussi Arthur Bolorinos, Sarah Lefebvre aussi qui fait partie du quatuor Enchanté maintenant avec François. Justement François, avec François Pascal, mais François c'est son prénom, c'est juste. C'est pas Pascal, j'ai François. Ah oui, d'accord. Je crois que je sais plus exactement combien ça remonte un petit peu. Qu'est-ce que tu retiens de ces années avec Philippe Béraud et même plus largement du CNSM? T'as pas que des cours de clarinette au CNSM, t'as aussi plein d'autres choses. Qu'est-ce que là maintenant avec le recul tu gardes comme bon et comme mauvais souvenir? Oui, c'est vrai qu'il y a des deux dans cet endroit. Le bon côté, c'est évidemment les. Non, je vais commencer par le mauvais côté plutôt. On terminera par le positif, c'est bien. Ouais. La pause sonore est due au fait qu'on boit un verre pour ceux qui n'ont pas l'image, je rappelle. Ouais. Les mauvais côtés, je dirais que c'est un endroit où moi j'ai vu quelque chose où on peut vite s'enfermer dans quelque chose d'assez individualiste, où on se met beaucoup de pression parce que c'est un endroit où on nous redit plus ou moins, et ça c'est aussi un phénomène qui est très français, qu'on est un peu l'élite, plus ou moins. Et il y a de la concurrence qui peut être saine, mais qui est là aussi parce on est en train de faire des concours d'orchestre, on est plus ou moins, même si ça se dit pas, jugé par les. Voilà. La critique fait partie du. Ça, c'est pas quelque chose que moi j'ai ressenti dans notre ambiance de classe ou quoi, mais c'est plus ce que je voyais de ce qui se dégageait parfois au conservatoire, où c'est quand même on est un peu face à son instrument, avec beaucoup d'heures derrière. Et chacun évoque, je me souviens, aux pauses café, aux pauses repas, tout ça, un peu sa vie très obnubilée par sa pratique instrumentale, le côté performatif et le côté matériel son matériel et le côté résultat. Voilà, ça c'est juste le côté où je me suis dit que c'est un endroit où ce qui véhiculait quand même pas mal de stress au mètre carré. Ça, c'est les points, je dirais, un peu négatifs. Mais les points positifs, il y en a tellement. Heureusement plus nombreux que les négatifs. C'est un endroit extraordinaire, le Conservatoire de Paris, parce que c'est un endroit où, en dehors du fait qu'on est encadré par de très bons et de très bonnes spécialistes dans chaque discipline, notre discipline principale, on a accès à tout un catalogue. D'ailleurs, c'est même ça, hein. Au début de l'année, on reçoit un catalogue et tu peux choisir des options. De faire, exactement. Voilà. Et il y a une si tu as envie de faire de la cornemuse, il y a de la cornemuse. Tu peux faire du gamelan, tu peux faire de l'improvisation générative, tu peux faire de la musique indienne. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Et ça, c'était génial parce qu'on a une offre et tout ça, on n'est pas dans une école privée. On paye un droit d'inscription qui est relativement faible. Bien sûr. Plus il y a aussi des bourses, tout ça. Et ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'improvisation générative
Et j'avais toujours été attiré par les musiques improvisées, la pratique de l'improvisation. Et j'ai fait ça avec deux profs qui étaient un saxophoniste Vincent Lekwang, saxophoniste de jazz, et un pianiste et compositeur grec Alessandro Marqueas. Et j'ai continué, après mon cursus de clarinette, j'ai continué à faire la classe d'improvisation générative pour un petit peu me perfectionner dans cette pratique. Et j'ai trouvé que c'était une classe géniale parce que c'était la seule classe quasiment qui faisait le pont entre les gens dans le département jazz, les gens dans le département classique. C'était des milieux qui se fréquentaient pas toujours. Et là c'était mixé, il y avait des chanteurs et chanteuses, des instrumentistes et un espace de liberté. Et voilà, c'est ça qui m'a marqué au conservatoire notamment, c'est que on fait beaucoup de rencontres, on se fait aussi son futur réseau professionnel. Et voilà, moi j'ai pu aussi assister à des cours d'autres instruments, ça j'ai trouvé ça génial d'aller voir des cours. J'ai le souvenir des cours de Jacques Tisse au hautbois, fabuleux. Incroyable. Notamment. Hautbois solo de l'Opéra à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, et professeur du CNSM de Paris. Et j'allais écouter de temps en temps, j'ai écouté des cours de piano, des cours de violoncelle, et c'est vrai que c'était des belles expériences en dehors justement de ce côté où on est là pour performer aussi, performer, et puis pour certaines avoir des résultats plus tard, parce que c'est une école qui a le but, notamment pour certains profs, c'est qu'on sorte de là avec du boulot, un métier, même si des gens ont fait complètement autre chose. Il y avait un peu cet objectif là de s'armer pour ensuite être dans le monde professionnel et puis vivre de sa passion. J'ai dit en tout début que la saison 3 elle est dédiée à la clarinette basse. Tu es invité parce que tu es un ami, mais aussi parce que tu es un grand spécialiste de la clarinette basse. Tu es, pour ceux qui ne le savent pas, Renaud Guirousseau est clarinette basse solo de l'Orchestre National de France, un des 2 orchestres de Radio France. Depuis combien de temps ? Eh bien, je fête ma 10e saison. C'est en Champagne, on va passer dégustation champagne, 10 ans 2013. À l'Orchestre National de France. Avant d'arriver à ça et de parler de tout ça, comment tu t'es mis à la clarinette basse ? On a parlé de ta rencontre avec la clarinette, mais c'est à quel moment que la clarinette basse t'attire ou qu'il y a un truc qui se crée avec cet instrument ? La clarinette basse, ça arrive beaucoup plus tard. Ça arrive quand je suis au CRR de Paris et qu'il y a Jean-Marc Volta, donc, qui était le clarinette basse solo de l'Orchestre National à ce moment-là, arrive pour donner des cours et propose une classe de clarinette basse avec une option, on s'inspire à une option de clarinette basse. C'est la première classe de clarinette basse en France, je crois, qui s'est créée avec Jean-Marc. C'est vraiment un précurseur là-dessus, il me semble. Je crois qu'il avait été dans un conservatoire d'arrondissement à Paris. Oui. Mais officiel en tout cas, qui va délivrer un diplôme, qui va vraiment former. Et Jean-Marc a formé un paquet de clarinettistes. Mais voilà, t'es pas le premier que j'interviewe dans cette saison. Pour ceux qui ont écouté les précédentes interviews, le nom de Jean-Marc Volta revient à chaque fois, c'est normal. Donc Jean-Marc Volta que je rencontre, et là je dois avoir à peu près 18 ans. Donc l'arrivée avec la clarinette basse, pour moi c'est arrivé parce que je regardais beaucoup de films. Et j'entendais la musique notamment la musique de Bernard Herrmann dans les films d'Hitchcock, où il y avait beaucoup de clarinette basse, et dans des musiques de films de manière générale, souvent il y a des moments dans l'intrigue où on entend cet instrument, cette sonorité marquante, et aussi parce que j'étais, surtout à ce moment-là, j'étais vraiment passionné par le jazz et l'émergence du free jazz dans les années 60, avec des gens comme Eric Dolphy. Ça c'est un instrument que j'ai découvert aussi par un autre prisme que la musique. Donc on débarque dans la classe de Jean-Marc sans jamais avoir fait de clarinette basse, on prend une clarinette basse et on y va. C'est ça, je crois qu'on m'avait prêté une clarinette basse l'été avant que je puisse rejoindre sa classe. Ouais. J'avais dû faire quelques notes dans un quatuor de clarinette à la basse avec pas mal de canards. Qui s'appelait ce quatuor ? Non, ça c'est. Je sais à quoi tu fais référence, mais ça c'était arrivé plus tard. Là, je parle d'un stage. Il avait pas de nom alors dans ce stage, c'était juste du quatuor. Non, voilà, c'est un instrument en fait qu'on appelle comme à la manière dont on parle du cor anglais pour le hautbois, du piccolo pour la flûte. On appelle ça des instruments
spéciaux. Bien On appelle sûr. ça l'orchestre instrument spécial, c'est un nom un peu bizarre d'ailleurs, mais c'est des instruments dans les, c'est rare qu'on commence par cet instrument. Bien sûr, c'est très rare. Alors les saxophonistes se mettent à la clarinette basse sans forcément passer par la clarinette soprano, Oui, mais ils ont quand même pas commencé par ça. mais ils n'ont pas commencé. C'est comme on commence pas par le corps anglais ou par le piccolo, Bien sûr. en général, ou le contrebasson. Voilà. Donc Ça serait rigolo comme expérience. Faire Exactement. commencer quelqu'un au contrebasson, je pense que ça si serait vous très voulez, drôle. je peux, On peut essayer. je peux essayer pour le bêtisier. Donc du coup, je commence avec lui et je pense que j'ai la chance d'être dans de très bonnes mains parce que quelqu'un qui connaît cet instrument par cœur, qui est aussi essayeur chez la maison Buffet Crampon depuis des années. Essayeur, développeur. Essayeur-développeur, tout à fait. voilà. Et donc qui connaît tout le répertoire de l'orchestre évidemment, et puis le répertoire soliste et chambriste de cet instrument, qui est un peu plus rare. Et je me prends vraiment de passion pour le son, voilà. Et ça me fait aussi beaucoup progresser sur la clarinette, je pense, pendant mes études. Et je pense que je dois pas être le seul à dire ça. Je crois que C'est complémentaire, c'est quoi. un instrument complémentaire qui nous apporte aussi beaucoup de souplesse dans T'es le jeu. obligé d'ouvrir la gorge là, à la clarinette basse. Ouais, T'aurais jamais ouvert la gorge on- autant. on est obligé d'être très flexible. Ouais. Et voilà. Donc Au c'est un CNSM, tu instrument- continues avec Alain Billard aussi Alain Billard n'est pas encore Ah, pardon, arrivé. je suis mauvais en datation. Je continue avec une option clarinette basse, parce que la classe de clarinette basse était réservée seulement aux gens qui étaient sortis de l'école de master de Lyon et de Paris à ce moment-là. Donc il n'y avait que la possibilité de faire une option avec Jean-Noël Croc, qui bien était sûr. l'ancien soliste de l'Opéra de Paris, qui est maintenant Et beaucoup ont commencé sur la méthode retraité. de Jean-Noël Croc, vous la connaissez peut-être, clarinettiste débutant, le clarinettiste élémentaire, et j'ai oublié le préparatoire entre les deux. Ouais, en tant Bien que sûr. prof, on a tous, en tant qu'élève et ensuite en tant que prof, On a tous, forcément, on s'est frotté à cette méthode de Jean-Noël, mais exactement. trop chouette. Et alors, tu te spécialises dans la clarinette basse, comme tu dis, et tu vas tenter des concours alors pour en arriver là où tu en es maintenant. Oui, alors je fais évidemment, donc je commence à faire un peu d'orchestre au conservatoire et je fais de la clarinette basse. C'est les premières expériences aussi en tant que les premières expériences professionnelles sont arrivées aussi par la clarinette basse, parce que c'est un instrument on est un petit peu moins nombreux que les clarinettistes, et donc du coup c'est parfois demandé d'une manière plus spécifique, et je commence à travailler un petit peu avec l'orchestre Les Siècles à l'époque, à la clarinette basse notamment pendant 1 ou 2 ans. Et ensuite je fais... Ah, tu es un peu plus rapide que moi, je vois ça. Nouvel arrivage de vin blanc pour ma part, je bois plus vite. Normal, toi tu parles, moi je parle moins que toi. C'est ça. Merci. Ouais. Belle couleur, trouble. Très belle couleur. Voilà. Attends, je montre aux gens. Je sais pas si vous voyez, mais très très belle couleur ce vin. On est dans C'est un des- bar à vin nature, hein, attention. Non filtré. Non filtré. Tout à fait non Comme filtré. cette interview d'ailleurs. C'est exactement ça, aucun Ouais. filtre. Pas de filtre. Du coup... Je te conseille de finir le tien rapidement parce que ça là, ça sent très 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 bon. Vraiment là. donc, je commence à faire quelques... Il est fort, il perd pas le fil dans les questions. Bravo, J'essaie. bravo, bravo. Donc pour revenir à l'expérience avec le Ouais. parcours de clarinette basse On est au et siècle. d'orchestre, je travaille dans quelques petits orchestres, quelques petits projets. Les Et, siècles, c'est pas un petit orchestre hein, pour ce quand même, mais d'autres aussi, oui. Voilà, ça c'était, je pense, j'avais à peu près 18-19 ans. Et j'intègre l'Orchestre Français des Jeunes, avec les copains de la promo, Anaïs Odiger, Tanguy Galavardin. Aïe, 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 la fine équipe. Et j'oublie un dernier nom, Hélène Leguet. Oh là 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 là. Une très belle équipe. Donc là, il y a à peu Je près sais. entre 12 et 20 anecdotes qu'on peut pas raconter dans l'interview de tout ce qui s'est passé à l'OFJ. Exactement. Voilà, donc Bien on fait, racontera rien, on n'a pas le droit. Et, Donc là, tu es à la clarinette du coup, basse. là, Tu je suis as le beaucoup à la concours de clarinette l'OFJ. basse. Voilà. Enfin, Enfin, le concours se passe à la clarinette et c'est après que ça serait parti. Exactement. Il y a un poste de clarinette basse J'avais à l'OFJ. présenté, tu présentes aussi Les traits aussi. quelques traits si tu le souhaites à la mi bémol ou à la basse, et ensuite tu te dispatches les programmes vu qu'il y a plusieurs programmes. Bien sûr. Donc clarinette basse avec l'OFJ, je rentre au CNSM dans la foulée, et au CNSM au bout de 2-3 mois, je commence à me dire bon pourquoi pas faire un concours. Et là il y a le concours à l'Orchestre Lamoureux de clarinette basse De solo. clarinette basse solo. En décembre je crois, donc décembre 2011, et je venais de rentrer en septembre 2011 au CNSM, et j'intègre l'Orchestre Lamoureux à ce poste-là, et qui m'a permis de continuer à découvrir le répertoire et un petit peu à Apprendre de découvrir le métier, l'expérience et le métier. le métier vraiment de musicien d'orchestre à ce moment-là.
jusqu'ensuite ce que je fasse le concours à l'Orchestre National de France quand Jean-Marc Volta... T'as raté des concours déjà ou pas, Renaud? C'est une vraie question que les gens se posent. Bien sûr. Est-ce que tu as vraiment raté des concours? Parce que là, on a que des concours réussis. Ah oui, j'ai raté des concours. J'ai fait mon premier concours, et je crois que ça a été le seul que j'ai fait là-bas. C'était justement aussi à la clarinette basse, à la garde républicaine. Et voilà, j'ai pas passé un concours. Ok. J'avais fait l'orchestre de Rouen aussi. Bon, ça va. Donc j'ai fait On quelques connaît concours. beaucoup de clarinettistes comme ça là, qui font des concours et qui font que les gagner. C'est très bien, bravo. Non, Et donc on en arrive au national, revenons à ceux que tu as gagnés quand même. Et Concours du de- national, donc à suite du départ en retraite de Jean-Marc. Donc Jean-Marc Volta, mon professeur au CNR de Paris, ancien professeur vu que je viens de rentrer au CNSM. Je suis au CNSM depuis 2 ans. J'attaque la 3e année pour la licence en septembre 2013 et je prépare le concours et ça marche. Et donc Bravo. du coup, je succède à mon professeur, ce qui était assez émouvant. Bah, bien sûr. Voilà, dans le parcours. Et puis aussi avec ce que ça représente au début de pression qu'on se met aussi et du monde qu'on se construit par rapport au fait qu'on a... En fait, ce rapport qu'on a du maître à l'élève aussi, qui évolue, moi c'est quelque chose que j'essaie de faire évoluer aussi dans ma pratique pédagogique. J'en parlerai plus On tard. va parler tout à fait de pédagogie Mais, après, tu as raison. mais du coup, ouais, c'était assez impressionnant, assez intimidant. Mais c'est sûr que c'était un objectif que je m'étais fixé depuis un moment. Le poste était vacant depuis peut-être 2 ans, 3 ans. J'avais fait quelques remplacements. J'avais découvert cet orchestre en venant remplacer pour la première fois. J'avais fait Parsifal de Wagner avec Bien Daniel pour Egati. commencer, la vache, c'est pas... Voilà. Et le Beau job, plateau là, déjà. vocal de Bayreuth, parce qu'il dirigeait les étés précédents à Bayreuth. Et donc c'est Daniel Egati, grand spécialiste de Wagner. Et je débarque vraiment dans cet orchestre. Pas encore grand spécialiste de Wagner de ton côté. Pas du tout. Même si t'aimes ça. Voilà. Et je belle première expérience. découvre l'opéra, l'orchestre et le chef d'un coup. Et avec une partie vraiment très belle, très exposée. Et c'est sûr que là j'ai un déclic où je me dis quand le poste sera ouvert au concours, Je vais tout donner, c'est je ça vais que tout je veux donner faire. pour le faire, et c'était l'objectif que je m'étais fixé. Ouais. Et que tu as atteint. c'est ce qui s'est passé. Et ensuite j'ai commencé du coup juste le mois d'après, j'étais dans ma 3e année au CNSM, le début de mon année de licence au CNSM. Donc j'ai fait les deux pendant un an avant de faire le choix de On a partir parlé pour ça. on a parlé des bons et des mauvais côtés du CNSM. C'est quoi les bons et les mauvais côtés d'une vie d'orchestre au bout de 10 ans? Le bilan sur tes 10 ans à l'Orchestre National de France sans tout révéler, sans tout raconter. On n'a pas 3 heures devant nous. Alors, Et il y a des gens qui ont écrit des livres sur la vie dans un orchestre. Mais toi, là, comme ça, ton ressenti, les peut-être mauvais côtés, parce qu'il y en a forcément, certains qu'on peut pas dire, mais certains que tu peux peut-être un peu raconter, et les très bons côtés, parce qu'il y en a évidemment énormément aussi. Comme ça. La vie d'orchestre, c'est comme une micro-société, avec toutes les bonnes choses que ça représente et des choses qui nous plaisent Et moins. les inconvénients Voilà. que ça représente aussi. On a des avis qui peuvent converger, diverger. C'est un métier aussi. Donc il faut aussi se rendre compte qu'en fait ce qui est notre passion depuis longtemps se transforme en métier avec des plannings, avec des impératifs d'horaire, des heures, ce qu'on appelle des impératifs de tableaux, présence, des, de plein de des tableaux d'heures, des répartitions de planning qu'on doit faire avec ses collègues, mais ça se passe très bien, ça se passe plutôt bien. Et on essaie d'équilibrer au mieux. Et voilà, donc moi j'aime bien le côté collectif de l'orchestre. En fait, l'orchestre, ce que je trouve fabuleux dans ce métier par rapport à beaucoup de métiers, c'est qu'en fait, à un instant T, on a une énergie commune qui se crée. Et ce qui est par exemple plus rare dans le métier, dans le milieu de l'entreprise, où en fait on fait partie d'un maillon d'une chaîne, on est le maillon d'une chaîne, où en fait on fait cette activité pour qu'ensuite ça ait un impact sur l'activité d'un ou d'une collègue, Bien sûr. qui crée quelque chose. Voilà. L'orchestre, on a ce côté-là, où on a ce côté dans la temporalité, qui est dans l'instant. C'est un peu équipe de foot, hein. Ouais. Il y a des points communs avec le sport dans la Il y a vie des points d'orchestre, communs hein. avec le sport. Je dirais dans des équipes, si on prend par exemple le foot, même si je suis pas un grand Non, spécialiste, mais le sport en général, si il y a tu une préfères le stratégie, il y a une basket construction. ou le Voilà. rugby, Voilà. mais c'est ça dans l'idée. Mais je dirais que là, il y a le C'est ce côté travail d'équipe. vraiment équipe et puis vraiment
quand il y a un grand outil, un grand forté et qu'on a un accord qui doit sonner et qu'on est 100 à jouer ensemble, il y a une énergie qui se crée à ce moment-là qui est, je trouve très belle et Voire magique. vibration. Voilà, c'est magique. Et c'est des moments, voilà, on vit aussi pour des moments qui sont, je pense, rares et tant mieux et précieux, où il y a une osmose un peu entre tout le monde. Même si à d'autres moments le ressenti des uns, des unes et des autres est très différent. Donc voilà, la vie d'orchestre, c'est quelque chose de très beau, mais de très complexe, mais c'est un peu à l'image de... Si tu avais un souvenir très bon, magique sur ces 10 ans, c'est dur j'imagine, il y en a forcément plusieurs, mais là comme ça, un qui te viendrait d'un moment incroyablement magique, d'un solo, d'un tutti, d'un chef, d'une rencontre, de quelque chose qui t'aurait marqué, pas forcément national, hein, parce que tu as évidemment aussi d'autres activités, mais est-ce que tu aurais un truc comme ça, tu te rappelles, qui t'a mis les poils J'ai plusieurs anecdotes, je vais parler d'une qui ne concerne pas l'Orchestre National, voilà, mais qui était quand j'étais avec l'orchestre L'Amoureux. On avait fait une tournée au Japon. Et à ce moment-là, le chef Faisal Karoui qui dirigeait cette tournée et qui était le directeur de l'orchestre à ce moment-là, avait organisé une surprise et avait mis dans la confidence quelques musiciens de l'orchestre. C'était d'inviter Yu Takasado. Yu Takasado, chef japonais qui était à l'orchestre L'Amoureux pendant longtemps et que moi je ne connaissais pas mais j'en avais beaucoup entendu parler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait le boléro à Tokyo, pendant les folles journées de Tokyo. Et que donc Karoui commence à diriger quelques mesures et commence à partir pendant les premières mesures de caisse claire caisse se débrouiller, le flûtiste tout seul. Voilà. Et ensuite, il y a Yu Takasado qui arrive et les musiciens ne l'avaient pas vu depuis des années. C'est les musiciens qui le connaissaient. Bien sûr, ceux qui étaient là depuis longtemps. Et moi je ne le connaissais pas, mais il y a eu une énergie qui s'est créée qui était incroyable. Et ça a été le plus boléro que j'ai joué pourtant des dizaines et des dizaines de fois, le plus incroyable de ma vie. Parce qu'il y a eu une énergie, il y a eu une humanité folle qui s'est dégagée de ce moment. Et je crois que tous les musiciens étaient vraiment émus aux larmes. Et c'était un moment spécial. Ça c'est un moment avec l'orchestre L'Amoureux. Et puis après, dans les moments forts, c'est difficile. J'imagine qu'il y en a plein, c'est le principe de ce métier, c'est ça qui est magique. C'est Peut-être heureusement qu'il y en a encore plein. Il y en a encore plein au moins. Bien sûr. Ah, c'est pas très bonne réponse. Pour revenir à Daniele Gatti et Wagner, je pense le solo de Tristan et Isolde. Solo de clarinette basse. De clarinette basse. Quand on l'avait fait au Théâtre des Champs-Élysées il y a quelques années. Et c'était vraiment un très beau moment, une belle communion de tout l'orchestre et une belle communication avec le chef. Ou encore une fois, ça c'était quand j'avais travaillé avec le London Symphonic Orchestra. J'ai eu la chance de faire le dernier concert avec cet orchestre de Bernard Haitink au moment où il faisait sa tournée d'adieu, un peu à tous les orchestres de chœur qu'il avait eu dans sa carrière. Et il leur disait un peu tous au revoir. Parce qu'il sentait que c'était le moment d'arrêter. Et on avait fait la 4e de Malheur au Barbican à Londres et à la Philharmonie à Paris. Et c'était électrisant et vraiment donc, la musique de Malheur sublimée par son geste, par son regard, sa présence. Quelqu'un qui parle pas du tout comme ça. Mais tout se passe par le regard. Et ça c'était un moment d'osmose musicale avec vraiment tous les musiciens et les musiciennes de l'orchestre. Et ça, c'est génial tes réponses parce que tu anticipes la question que j'avais dans la tête et tu as déjà quasiment répondu. Je la pose quand même pour peut-être compléter. C'est comment, en tant que musicien d'orchestre, qui plus est soliste, sans vouloir ni dénigrer ni rien à tous les toutistes, mais tu as un rôle en plus de soliste, quel est ton rapport au chef d'orchestre? Quelle est la collaboration quand on a un solo important, qu'on a peut-être déjà joué plusieurs fois dans sa carrière ou pour la première fois? Comment ça se passe, cette communication, cet échange, la proposition entre un chef et toi? Là, tu parles de magie, de connexion. Comment tu vis ça? Comment tu travailles ça? Est-ce que c'est complètement différent à chaque chef? Il y en a, il n'y a pas le choix, il ne faut pas lutter. Il y en a, on peut proposer. Sur 10 ans, là, même plus, du coup, comment tu vis ça, toi? C'est une question très intéressante et assez complexe. Je trouve que le métier de chef et chef, c'est du domaine un peu de l'indicible. Bien sûr. C'est le langage du corps. Il y a l'intellectuel, évidemment, mais il y a le langage du corps avant tout. On dit parfois que des chefs arrivent dans la salle et l'orchestre sonne déjà mieux.
C'est un peu une phrase qui revient. Moi-même, c'est une belle expression et c'est vrai. Il y a Même un- au-delà du corps, c'est de l'énergie. Il y a Même du corps, il a exactement. même rien dit, pas bougé. Il y a un côté. Moi, je suis très énergétique. sensible, je pense à ça, aux énergies entre les gens. C'est ça. C'est plus une histoire de technique, forcément. Et je pense qu'il y a certains chefs qui ont des techniques, pas forcément, ou des bras, comme on dit, des bras pas très précis, des baguettes, mais où il se passe quelque chose de fabuleux dans l'intention musicale, dans le partage, voilà, la générosité. Et tu préfères un chef qui pose la baguette au moment du solo ou qui va tout diriger, qui va collaborer pendant les répétitions et te laisser tranquille au moment du concert? C'est quoi J'ai ta pas manière de jouer ou Je tes pense affinités? que, quelqu'un qui donne un cadre au niveau, un cadre rythmique et en même temps qui donne aussi des départs, des intentions, des respirations en fait. Mais quelqu'un qui laisse de la liberté aussi dans la phrase, qui laisse le musicien s'écouter, se respecter aussi au niveau des dynamiques, des plans sonores, et qui ont de la fantaisie, qui ont de la générosité, qui font pas deux fois la même chose, voilà, ne se regardent pas diriger, comme ça peut arriver. Mais On ne donnera pas de nom. Voilà, Aucun on ne donnera nom. pas de nom, mais qui sont dans le moment, dans le moment. Voilà. Donc, je pense que c'est un métier, mais comme musicien où il y a une part assez intéressante, un mélange entre vraiment l'intellect, vraiment le travail vraiment cérébral et le cœur. Avec plaisir. Et c'est l'heure de recharger. Il est un peu en retard sur moi, mais il va avoir la même chose que moi qui est incroyable. Et là, tu vas avoir un deuxième test. On peut même demander en direct, c'était quoi le premier, s'il te plaît? Du roll. Ça, c'est le nom d'un cépage? Voilà, c'est impossible. Moi, je ne connais même pas, c'est du roll. Cépage dans le sud. Ah ouais, c'est Voilà, j'avais dit. Il a un bon point, c'est dans le sud. J'avais dit Le cépage premier, dans hein, le pas sud. celui-là. ouais, ouais. Et là, le solo, c'est pareil, c'est pas du sud. Ah, il a orienté aussi. Bon, On est bah, encore dans le sud de la France. Adrien, à ta santé. Santé. Oh, ça sonne bien, ça. Hein. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce vin blanc-là. Ouais. On peut pas parler. plus de- amer. C'est un peu plus amer, mais j'aime Ouais, bien. Hein. plus astringent aussi. Et alors, moi je trouve ça intéressant de parler de vin là comme ça. Vas-y. Parce que en fait, moi je me suis sans aucune prétention au niveau des connaissances, mais en tout cas c'est une passion, vraiment, le vin. Et parce qu'en fait, je trouve que de la même manière que nous dans la musique, on interprète, c'est du domaine de l'interprétation et du domaine de la perception. Et comme la musique. Et je pense qu'il y a Et beaucoup même de l'énergie, comme on disait musiciens juste avant. et de l'énergie, surtout pour les vins qui sont justement en biodynamie. Exactement. C'est la perception et on est obligé on peut mettre des mots dessus ou non. Donc il y a un rapport aux émotions et ensuite un rapport. C'est ce que vous disiez même sur les chefs d'orchestre juste avant. C'est ça. Il y a de l'émotion, il y a le domaine de l'émotion et de l'instinct et il y a le domaine plus cérébral où on va être dans plus l'analyse. Et de la manière dont les vignerons interprètent le terroir et donc les cépages et en font une expression personnelle. Nous en musique on a nos notes, on a nos rythmes, nos gammes et on en fait énormément de choses différentes et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait il y a une infinité de possibilités, surtout quand on part ensuite du répertoire juste de la musique classique et ou de la musique savante écrite et qu'ensuite on a avec juste le langage musical, la théorie, on peut aller faire des choses extrêmement différentes en fonction À quand un projet entre vin et musique, Renaud? Quand est-ce que tu nous mets du Wagner avec le cépage qui correspond et tout ça? Bah écoute, je vais y réfléchir, Franchement, après cette interview. non mais là il faut faire quelque chose, ça serait intéressant. On peut pas parler de ton métier d'orchestre et ton métier de musicien et sur les gens qui te connaissent, qui vont écouter, ils seraient déçus qu'on n'en parle pas. On doit parler de Guy Roussade quand même. Ah, Quelle qu'est-ce est que ta t'en penses? spécialité, Renaud? Les gens te connaissent pour ton talent de musicien, pour ta sympathie, pour ton amour du vin et pour plein d'autres choses, mais aussi pour les quelques gaffes et les quelques soucis qui peuvent t'arriver dans la vie de temps en temps. Ouais. On t'aime pour ça. Tu ne peux pas faire plus de 5 km à vélo sans crever parce que ton vélo n'était pas prêt pour faire plus de 5 km alors qu'il y en avait au moins 62 prévus. Expérience commune, c'est pour ça que je me permets de l'évoquer. Mais c'est ça qui nous plaît, c'est ça qu'on aime aussi. Est-ce que t'as pas une petite à nous raconter quand même? Oui, T'en bah as raconté donc, une sur France Musique, moi je peux pas faire Radio Clarinette sans en avoir une, je suis désolé. La Et t'as pas le droit de Guy Roussade. raconter la même que France Musique. La Guy Roussade, c'est une anecdote, enfin c'est un concept en soi, c'est C'est sûr, ça, voilà, exactement. qui a été inventé par quelques amis. Et oui, j'ai une petite tendance
petite tendance, je vois que tu te marres, une petite tendance un peu Petite à tendance. la maladresse, voilà, La l'oubli. maladresse touchante et sympathique. Si tu le dis. C'est ça qui est beau. Voilà. J'ai relativement de chance par rapport à ce qui peut m'arriver, rien de trop grave, mais voilà, mon quotidien est un petit peu Animé. animé Animé exactement. par les guéroussades. Mon C'est quotidien exact. est un petit peu animé par des épisodes. Alors est-ce qu'on a le droit d'en avoir un comme ça qui revient en tête? C'est pas Je peux compliqué, il y en a raconter, plein. celle d'avant-hier, Voilà, la tout plus récente. simplement. J'arrive avec un grand verre d'eau rempli au pupitre. On commençait l'enregistrement, on poursuivait l'enregistrement de la 3e symphonie d'Enescu. Et je mets le verre d'eau sur ma petite tablette où je dispose Du mes pupitre, anges. accroché au pupitre. Et je déballe mes clarinettes et évidemment je mets un coup de coude, je fais tout tomber, ça tombe sur le pied de micro, ça met de l'eau partout sur le parquet qui commence à gondoler. On est en plein de la maison de la radio, hein, pour ceux qui situent pas, hein, on est quand même, voilà, c'est beau. C'est voilà, j'en ai tellement. Est-ce que je tu sais- t'en étonnes encore? Ou est-ce que au moment où ça arrive, tu te dis c'est normal, J'ai appris à l'accepter. c'est beau, bah c'est beau. Voilà. Ça je pense que c'est un beau signe Mais de je fais un sagesse. travail dessus aussi. Mais pourquoi? Exactement. Voilà. Comme t'as dit, il n'y a rien de grave, pourquoi? Non mais. Ah, c'est chouette. Mais en tout cas, non, oui, c'est vrai que pour les gens qui me connaissent, ça fait partie un petit peu des choses. C'est Mais partie du plaisir d'être avec toi. Peut-être de. Tu n'as tué personne, de tu ma n'as abîmé fantaisie, personne, toi t'es en bonne santé. Ça va. c'est- Bon, revenons à des trucs plus sérieux. On a abordé tout à l'heure la pédagogie et c'est un volet important maintenant depuis un paquet d'années de ta vie. Tu as commencé par la clarinette au conservatoire du 17e, où tu as même enseigné avant, tu vas me répondre à ça. Et maintenant tu es professeur en Belgique, tu vas aussi nous raconter, mais spécialisé dans la clarinette basse. Oui, Ou c'est pas ça, que. c'est Vas-y, ça. à toi. La pédagogie, comment c'est arrivé et comment t'abordes ça toi de ton Alors côté la pédagogie, c'est arrivé comme je pense beaucoup de gens, de jeunes étudiantes et étudiants, pour donner des cours un petit peu particuliers, à droite à gauche. Pour gagner et sa vie, on va voilà, pas se mentir, hein, c'est normal. Hein, pas tous se les mentir, musiciens sont pour passés gagner par sa là. vie et puis se faire Se faire la première expérience. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans des associations, à donner des cours à Paris. Et puis au conservatoire du 17e, au conservatoire Claude Debussy, que je viens de quitter. Là, pour il y a info, quelques mois. Je Il y a un mois. je viens de finir il y a un mois, après je crois 7-8 ans. De clarinette et quelques clarinettes basses, quelques élèves en clarinette basse. Et depuis donc 2 ans, je suis professeur de clarinette basse au Conservatoire Royal d'Antwerp, d'Anvers, en Belgique. Et Tu c'est parles très flamand, intéressant. toi. Antwerp, ça y est, Ouais, t'es ouais. flamand. Tout à fait. C'est beau. Non, c'est une langue assez difficile et T'as des élèves quasiment flamands tous mes élèves sont espagnols. Donc, Ah, ça va. j'essaie plutôt d'améliorer mon espagnol Ouais, c'est cool que ton flamand. que mon flamand. Ok. Oui, c'est une. En fait, c'est une classe assez chouette parce que c'est une des rares classes justement aussi en Europe où il y a une formation diplômante de clarinette basse avec un vrai master, un master de clarinette basse, donc qui permet avec des systèmes d'Erasmus, voilà, comme un conservatoire supérieur en fait. Donc voilà, c'est ce que j'allais dire, tu arrives avec des élèves déjà d'un bon niveau, quoi. Comme tu as dit justement tout à l'heure, on ne débute pas à la clarinette basse, tu arrives avec des élèves qui veulent se spécialiser dans la clarinette basse. Exactement. Qu'est-ce que tu leur amènes? C'est Comment des- t'envisages toi ta pédagogie? C'est beaucoup de traits d'orchestre, c'est des études, c'est une ouverture hyper large dans le style. Comment t'envisages les choses toi? Bah, je te parlais de mes profs que j'ai eu avant, comme Richard Vieille, Jean-Marc, Philippe. Et tout ça. J'essaye de faire. On essaie de faire sa propre cuisine en fait. Bien sûr. Mais je pense que pour faire sa propre cuisine, on prend aussi des choses qu'on a Toujours. aimées Aimé dans ses anciens profs. et on fait un mix de tout ça avec ses idées à soi. Je pense que c'est ça aussi la pédagogie, qui est vraiment quelque chose sur le domaine de l'expérience du réel, quoi. Enfin, c'est vraiment, on se confronte à ça et je pense que j'apprends encore tous les jours et que j'espère que je serai encore un meilleur pédagogue dans les années à venir parce que on peut apprendre soit de De ses son erreurs, expérience tout le temps. voilà, de son expérience. Donc je pense que la première chose, ouais, c'est on travaille sur l'appréhension de ce nouveau corps, en fait. Cette manière de jouer qui est un petit peu particulière, quand même, par rapport à la clarinette, et des techniques voilà, particulières. Et le son, développer le son, c'est un instrument, en fait, je trouve qu'on remarque par son son
J'essaie vraiment d'être très exigeant. J'essaie d'être exigeant Là-dessus, quoi, sur le sur son. la sonorité. Et puis chacun après a sa sonorité. Je le répète à chaque interview, tout le monde est d'accord pour dire que la clarinette basse c'est le plus bel instrument du monde. C'est le son le plus beau qui ait jamais existé dans l'histoire de la musique. Moi je suis peut-être pas du tout objectif. C'est peut-être pas objectif, mais il c'est y a un fond de vérité qui est confirmé par plein d'autres musiciens non clarinettistes. Et ouais, c'est un instrument le plus polyvalent, le plus incroyable en termes de tessiture. Enfin, il y a beaucoup de sujets où c'est difficilement battable. C'est un instrument que j'aime bien pour le fait que ça a une part de mystère. Bien sûr. Qui a une part de profondeur, une richesse du son, de timbre, et comme tu dis aussi une polyvalence. C'est un instrument caméléon. On peut adapter à plein de styles. Donc du coup voilà, dans la pédagogie c'est évidemment de la technique aussi un peu de base pour les gens qui n'ont pas du tout, que j'ai quelques étudiants qui n'ont aucun rapport avant, qui ont eu très peu de rapport avec l'instrument, donc on a des instruments et puis Qui sont des bons clarinettistes mais qui très démarquent aussi pour, qui sont en master, comme toi avec Jean-Marc à l'époque, il y a ce exactement. côté j'arrive pour apprendre la clarinette basse. Et des élèves qui s'inscrivent ensuite en master. D'accord. Donc voilà, donc ça je lance aussi comme ça une petit appel, voilà. Il y a de la place. Il y a de la place et il y aura de la place. Les élèves restent 1, 2 ans ou 3 ans dans leur cursus et puis voilà. Donc, la Très Belgique bon c'est pas bien loin, c'est un bel endroit où étudier. Il y a une super mentalité. Anvers c'est une ville multiculturelle. Ils n'ont pas de bon vin pour être en rapport avec l'interview d'aujourd'hui, mais Il y a de bons bars à vin. ah c'est vrai. Voilà. Pas de vin belge, hein, ça existe. Ne Pas dis ma- pas que tu as encore découvert un pas bon ma- vin belge. pas Là, ma faut pas connaissance, déconner. pas ma connaissance. Mais de la bonne bière aussi. Exactement, et très bonne puis bière. il y a cet endroit qui s'appelle belle The culture aussi. Single aussi, qui est la grosse salle qui est dans le campus du conservatoire et qui a une programmation incroyable. Ah c'est cool ça. Et Anvers c'est aussi la ville de la mode, du Tu design. as aussi des collègues clarinettistes passionnants qui font pas la clarinette basse, hein, on peut aussi. J'ai aussi deux une belle collègues, émulation de Maria classe. Pavlovic qui est croate et Super qui est installée clarinettiste, à très sympathique. Ouais. Anvers que tu connais, Ouais. à Anvers depuis longtemps. Et j'ai aussi Julien Hervé. Alors Julien Hervé c'est C'est francophone maintenant en Flandre là. c'est Bravo. ça, Julien Hervé qui est Grand clarinette solo à clarinettiste. Rotterdam. Ouais, incroyable. Avec immense- Bruno Bonancea pour recouper. Voilà. Bruno Bonancea qui était mon ancien collègue au National Voilà. il y a quelques années et puis qui est à Rotterdam maintenant, clarinette solo avec Julien. Et Julien, ouais, c'est un amour, c'est un poète quoi, C'est un quelqu'un de prof passionné. incroyable, et c'est un super clarinettiste prof, incroyable, voilà, c'est un et mec super sympa. quelqu'un qui est hyper actif, qui est toujours force de proposition et ouais, donc je suis content de Ça fait partager, plaisir d'avoir aussi cette émulation et on cette essaie de chose-là, créer pas ce se retrouver pôle tout aussi. seul quoi. Voilà. C'est beau aussi d'avoir ça. Et ça c'est important et ça c'est ce que je vois aussi dans toutes les nouvelles générations. C'est qu'il y a vraiment un côté où on est là pour jouer ensemble, pour apprendre ensemble Bien sûr. et développer, voilà, se développer ensemble, malgré le travail solitaire, individuel. Et je trouve qu'en Belgique et à Anvers, en tout cas, c'est ce que je vois, on essaie de créer une classe de clarinette avec trois profs et les élèves et où tout se mélange. Et je rebondis juste rapidement sur le fait que je pense que c'est important de ce côté justement de déconstruire un peu les barrières entre le rapport de maître à élève qui a pu être des choses dont je pense nos anciens profs peut-être ou d'autres ont pu Bien sûr. souffrir. Exactement. Même. Voilà. Un côté très vieille école dont on peut parler, hein, qui est des fois pas très sain. Ouais. Et donc du coup, je pense que j'ai l'impression d'apprendre autant de mes élèves qui, j'espère, apprennent de moi. Et ça apprend beaucoup d'humilité à avoir. C'est de la responsabilité aussi pour encadrer, conseiller. Mais je crois que quelque chose que je déteste dans la vie de manière générale, c'est un peu les rapports de domination comme ça. Et ça revient un peu à ce que je te disais sur les chefs d'orchestre ou la vie d'orchestre avec Cette connexion, elle marche aussi la dans l'enseignement en fait. La hiérarchie, le côté très hiérarchisé dans l'orchestre. Moi je trouve qu'à l'orchestre en fait, chaque voix est importante. C'est pas parce qu'on a la voix du dessus, soliste, tu disais soliste tout à l'heure, qu'on a quelque chose de rapport de plus force, important à t'as dire. raison. Et ça c'est quelque chose que j'espère que les mentalités elles évoluent, elles sont en train d'évoluer au maximum là-dessus pour que justement en fait on se rende compte qu'en fait on est juste des musiciens, hein, on n'est rien d'autre. Hein. On Dans n'est pas- une interview juste avant toi, j'ai eu la chance d'interviewer Jeanne Latron qui est une super chef d'orchestre, ancienne clarinettiste et super chef d'orchestre. Et elle disait qu'il n'y avait qu'en français qu'on disait chef
et que en anglais on Exactement, dit conducteur et qu'elle conducteur. trouve ça elle 1000 fois plus intéressant et ça rejoint ce que tu es en train de dire on est là pour accompagner, pour conduire mais pas pour cheffer quoi. Enfin c'est pas ça l'idée, c'est pas ce rapport là qui doit être installé musicalement. Exactement, je pense Donc, qu'on c'est a un intéressant. idéal commun qui doit être en fait l'émotion, la musique en fait, et en fait le reste ne devrait pas être important. Et c'est sûr que moi je vois des choses dans le milieu de la musique classique que je regarde avec beaucoup plus de recul qu'avant, maintenant au prisme aussi des expériences que je fais et que je vis à côté, où je me dis qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Bien sûr. Voilà, j'espère que les choses vont évoluer dans le bon sens. Je vais changer un tout petit peu de sujet, enfin à peine. On a parlé beaucoup de musique classique, on a parlé de pédagogie. J'ai eu la chance de venir t'écouter au milieu des bois il n'y a pas longtemps en concert, dans des projets que tu développes en dehors de ton poste principal ou de tes postes principaux, je sais pas comment on dit, c'est pas le plus important. Qu'est-ce que tu fais en dehors d'enseigner et de jouer à l'Orchestre National de France? Qu'est-ce que tu développes en ce moment? Raconte un peu, parce que ça vient forcément nourrir ton expérience, c'est de la musique, hein, mais vas-y je te laisse juste raconter un peu ça et nous présenter un peu tes nouveaux projets, c'est assez récent que tu le développes autant. Bah, moi j'ai toujours été vraiment passionné de musique, mais justement pas que de musique classique, mais de choses vraiment beaucoup de styles très différents. Et il y a quelques années, je suis vraiment tombé dans les musiques électroniques. Alors, j'aime pas dire justement, je dis musiques électroniques au pluriel volontairement parce qu'en fait c'est très large. Et quand on connaît pas de l'extérieur, il peut y avoir des clichés un peu sur le. Tout de suite, c'est David Guetta, moi, dans ma tête. Hein. Exactement. Mais c'est absolument pas ce que tu fais. Donc, voilà, les mélanges aussi, les musiques hybrides entre les musiques instrumentales qui mêlent les machines, musique électronique, qui sont influencées par des musiques traditionnelles. Beaucoup de choses, hein, en fait, qui peuvent musique jazz. Pour préciser, hein, tu y amènes la clarinette dans ces musiques électroniques, hein, pour être. Donc, oui, en ce moment, il y a plusieurs projets qui sont en train de se faire. Et 2 albums en préparation. Yes. Un avec un groupe qui s'appelle Maat avec 2 A, qui est un groupe plus basé, je dirais, rock progressif, avec des machines, de la clarinette, de la batterie, des synthétiseurs, des claviers. Ça c'est un projet qu'on a depuis 3 ans avec quelques amis, que je salue si un jour ils regardent cette S'ils arrivent jusqu'à la fin de l'interview, qu'ils ont tout écouté jusque-là. Je leur et souhaite. un album en préparation qui est en train d'être mixé et qui va sortir, on espère, dans quelques mois. Et un autre projet avec un producteur qui habite pas très loin d'ici, dans le 18e, Design Default, Romain. Romain, c'est un type qui est autant passionné par Messiaen que Ravel, que par la noise music, que les polyphonies, que les polyrythmies africaines et la musique électronique anglaise. Un peu comme toi, quoi. Voilà. Ça fait des points communs, quoi. Ça fait des points communs et c'est un super donc producteur il a des super morceaux. Son projet individuel Design Default, et on a créé un quatuor basé sur sa musique et qui s'appelle le Design Default Ensemble, et où il y a aussi synthétiseur, donc clavier, batterie, clarinette, et moi j'utilise aussi beaucoup de pédales d'effets, beaucoup d'effets, voilà, pour un petit peu justement rendre l'instrument moins dry, moins voilà, juste le son de la clarinette, mais le mêler à d'autres sonorités. Et pareil, on a enregistré un album qui va sortir prochainement et on commence à jouer live. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez des festivals quelque part et que vous avez envie d'entendre un petit peu ce projet hybride entre de la musique ambiante, jazz psychédélique, musique plus breakée, voilà, peut-être un vocabulaire qui peut être un peu nouveau pour certains. Mais comment ça nourrit ta pratique musique classique et tout? Est-ce que tu sens est-ce que toi tu vois des passerelles? Est-ce que c'est un truc tu déconnectes de ce que tu fais? Est-ce que tu vois comment tu vois la chose? Non, je pense que c'est comme avec l'improvisation ou un peu le jazz, où moi j'avais fait aussi beaucoup de musique avec le Sirba Octet à un moment. Bien sûr. Musique yiddish. J'avais fait un duo aussi avec un accordéoniste et plus de musique de l'Est, Félicien Bru. Je pense qu'en fait, non, toutes les choses qu'on fait nourrissent les autres choses à côté, et on entend. Je pense que les projets maintenant, ils font que j'analyse la musique d'une autre manière, je la reçois d'une autre manière. La manière dont j'écoute de la musique a aussi évolué, parce que quand on se plonge un petit peu dans la composition, dans la production, la MAO, voilà, et qu'on doit travailler les mix par exemple, on entend des layers, on entend des niveaux différents
Et ça, quand j'écoute de la musique maintenant, j'entends plus les mix, justement, comment un morceau est plus ou moins bien enregistré, Ouais. beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est plus ou moins bien mixé, masterisé. mixé, toutes ces masterisé. choses-là, ouais. Alors c'est un domaine où je suis assez débutant, je veux dire, ça fait Oui, quelques au moins années tu as que... cette sensibilité Mais maintenant. je là-dedans. pense que c'est ça qui fait évoluer. Et puis, ouais, je pense que ça fait évoluer aussi ma pratique de musicien d'orchestre parce que je travaille sur aussi une autre manière, d'autres rythmes, d'autres grooves. Et ça, je m'en sers aussi peut-être quand je joue Forcément. du Shostakovich ou je ne sais quoi. Enfin, voilà. La question que j'aime beaucoup poser aux gens que j'interviewe, et à chaque fois je suis très, très agréablement surpris des réponses qui arrivent, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à la jeune génération de musiciens qui a envie d'en faire son métier, qui a envie de se lancer dans la musique, ou même les amateurs qui ont envie de continuer à faire de la musique, qu'est-ce que tu leur dirais? Soyez curieux. Soyez curieux aussi. Ne vous cantonnez pas à juste... ne vous enfermez pas, ne mettez pas des œillères juste sur votre pratique d'instrumentiste. Allez au concert, allez aux expos, Aller goûter du vin. allez vous balader dans la forêt, tout seul ou avec des amis. Enfin, Parce que ça nourrit la pratique de musicien. se nourrir de, voilà, du silence aussi. Moi j'aime beaucoup marcher par exemple aussi dans la nature. Voilà, je pense que la curiosité c'est le premier truc, c'est toquer aux portes d'autres classes quand on est en tout cas Ce étudiant. que tu disais déjà, justement. On va attendre que le camion passe. Ouais, c'est ça en fait, je pense, parce qu'en fait c'est se poser des questions aux autres et se poser des questions à soi et trouver un bon équilibre entre je pense que se nourrir du doute c'est intéressant aussi. Tu peux développer un peu ça? C'est intéressant, mais ça veut dire quoi pour toi? Je pense qu'il ne faut pas avoir de vérité trop marquée, actée. Et avoir une certaine confiance dans ce qu'on fait, une certaine envie et se fixer des objectifs. Et en même temps, quand je dis se nourrir du doute, c'est parce que je pense que le doute, c'est juste plein de questionnements, ça questionne la sensibilité, ça questionne nos savoirs, nos croyances. Et je crois que ça, c'est très important, que ce soit dans une carrière de musicienne ou musicien ou juste comme personne en fait. Voilà. Merci pour ce conseil, Renaud. Normalement, je clôture après cette question-là, mais là, on va avoir deux choses avant de clôturer. La première, c'est qu'est-ce que tu penses de ce vin rouge? Même si tu as vu la bouteille, tu peux pas deviner ce que c'est. Alors déjà, Santé, pardon. à ta santé. Merci pour cette interview, Renaud. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter toutes ces choses-là. Même si je te connais, c'est toujours un plaisir d'en apprendre un peu plus sur ses amis. Et est-ce qu'on peut en apprendre un peu plus sur ce vin, Renaud? Bah écoute, ce vin, c'est un... Ça goûte ou ça goûte pas? Ça goûte. Hein. Et c'est un bon vin de soif. Gamay, Beaujolais. On appelle ça un vin de copain. Hein. Croquant. Ça peut être un vin de copain. Et puis Un vin de je copain pense que... bien, là. Voilà, les amitiés dans la musique, et puis nous on se connaît depuis longtemps, c'est quelque chose de précieux. Et je te remercie encore en tout cas pour l'invitation. C'est un plaisir, c'est un grand plaisir. Et, Et la deuxième question, c'est on va se quitter en musique. Tu peux nous dire juste un petit mot avant que la musique commence au milieu des sirènes et du bordel d'un bar. J'espère que ça n'a pas été trop l'enfer à écouter pour tous les gens qui auront écouté jusqu'au bout. On va se quitter en musique. Sur quoi on se quitte? Ouais, alors on va se quitter sur un morceau qu'on avait fait avec mon frère de cœur, mon frère d'âme qui s'appelle Tim Carbone. Super producteur de Montreuil et batteur, avec qui je fais justement les deux groupes dont je te parlais, Design Default ensemble et Matt. On avait fait un morceau qui est un mélange entre de la footwork, donc je vous laisse vous renseigner sur ce qu'est la footwork, Ouais. style de Chicago, musique afro-américaine, danse 160 BPM, très rapide, dans les années je crois 90 à peu près, et une sorte de jazz un peu footrack. Et samplé avec un madrigal pour un quatuor de voix d'homme a cappella de Ligeti. Wow. Sur une histoire de homard. Ça s'appelle The Lobster et on l'avait dédié à François de Rugy suite au scandale des dîners au homard à l'Elysée. Et donc je vous laisse finir l'interview sur ce morceau. Cet hommage à François de Rugy. Un petit peu Ça, c'est what the fuck comme fin d'interview. ce morceau un petit peu fou et je crois que la folie douce c'est important. Merci Renaud.
Merci Santé. à toi. Santé. Ciao. Little faster. 1, 2, walk. 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 Little faster. 1, 2. Little faster. 1, 2, walk. Little faster. 1, 2.